Dans cet épisode de Ridiculous Rides, nous allons à la rencontre d'un incroyable binôme qui reproduit des voitures de cinéma légendaires. On veut montrer aux gens qu'on peut créer des voitures qui n'ont jamais été faites avant. Un carrossier italien peut-il recycler les pièces d'une Lamborghini et d'une Ferrari et créer non pas une, mais deux voitures de course? Ce roadster steampunk fait sa première sortie. Mais son créateur est-il vraiment prêt? J'ai failli me cracher dans l'atelier. Un passionné a passé 20 ans à restaurer une Mustang de 1964 pour lui redonner sa splendeur d'antan. Elle ne ressemblait à aucune autre voiture de l'époque. Vous êtes-vous déjà demandé si une Nissan GT-R pouvait remonter une piste de ski? Nous aurons la réponse à la fin de l'épisode. Quand quelqu'un dit c'est impossible, on relève le défi. Bienvenue en Floride chez les frères Parker, des constructeurs de voitures incroyables célèbres dans le monde entier. L'intérieur de leur atelier est rempli de vélos futuristes, de concept cars et de reproductions de voitures légendaires du cinéma. Et elles ne sont pas là juste pour faire de la figuration. La première règle, c'est que quand on construit un véhicule, on doit pouvoir le conduire. Mark et Shannon ont commencé à customiser des karts et des vélos quand ils étaient enfants. Et ils adorent relever les défis et construire des véhicules insolites. Si quelqu'un vient nous voir et nous demande une voiture avec des jantes et des effets de sol, c'est ennuyeux. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens qu'on peut construire des véhicules qui n'ont jamais été faits avant. On aime repousser les limites pour créer des engins légendaires. On voit ça que dans les films, c'est génial. Au fil des ans, les deux frères ont réussi à combiner au mieux leurs compétences. Shannon est le designer, il puise son inspiration dans les bandes dessinées et les films. Il a toujours des idées extravagantes. Quand il m'apporte ses croquis, il me dit « Allez, viens, on construit ça !» Et la plupart du temps, je lui réponds qu'il est dingue. Il pense que s'il arrive à le dessiner, je peux le construire. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout ce qu'on construit doit pouvoir se conduire. Donc je dois trouver un moyen d'accorder ces idées avec les contraintes techniques pour créer un véhicule qui fonctionne. Mark a beau insister sur l'aspect pratique, ça n'empêche pas Shannon de lui demander la lune. Quand je dessine, je vais souvent trop loin et Mark est obligé de me freiner. On forme une bonne équipe et c'est pour ça que nos voitures sont si cool au final. Les deux frères ne se limitent pas à construire et à customiser des concept cars. Ils reproduisent également des voitures cultes du cinéma, comme l'Optimus Prime des Transformers ou encore l'Ecto-1 de Ghostbusters. Mais un véhicule en particulier occupe une place privilégiée dans leur cœur. La voiture préférée des milliardaires qui combattent le crime, la Batmobile Tumbler de Batman. Génial, non ? On est parti de zéro avec la Batmobile. On a construit le cadre, le châssis, la carrosserie, l'intérieur, la suspension, les roues, les vitres. On a quand même dû acheter le moteur et on a eu du mal à le trouver. On a choisi de construire un châssis tubulaire et la structure est entièrement en acier. L'intérieur n'est pas très spacieux, mais il est plutôt confortable. On s'en est bien sorti de ce côté-là. On a aussi dû rajouter pas mal de micro-caméras. Et on a installé 7 ou 8 écrans vidéo à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'angles morts. Bon, elle consomme pas mal d'essence, mais c'est parce qu'on a mis un moteur de Corvette. Construire cet engin a été plutôt difficile. À cause de sa forme particulière, il n'y avait pas assez d'espace pour mettre le moteur à la place habituelle, à l'avant. Donc on a dû le mettre à l'arrière. Le moteur est là et la transmission se trouve à l'intérieur du tumbler. Elle passe par la boîte de vitesse, l'arbre de transmission et ensuite, elle revient sous le moteur à l'arrière. Au départ, on avait raccordé la turbine à un réservoir de propane pour cracher des flammes. Mais on a réalisé que c'était dangereux et des gens ont failli être blessés.
Donc on a déconnecté le système. Ah, toujours dans l'excès, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, supprimer le propane n'a pas affecté la vitesse. D'habitude, on ne dépasse pas les 50 km/h avec, parce qu'elle attire les foules, les gens s'agglutinent autour. Mais elle peut rouler beaucoup plus vite. Elle a un bon moteur. C'est vraiment l'une des voitures les plus cool jamais imaginées. Donc de temps en temps, on la sort et on prend du bon temps avec. La première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée géniale. Elle est vraiment cool. Si les gens passent devant en disant « elle est sympa », mais qu'ils passent leur chemin, c'est qu'on n'a pas fait notre job correctement. Alors que si les gens arrêtent ce qu'ils font quand ils la voient, là on sait qu'on a fait du bon travail. On dirait bien qu'ils ont réussi leur coup. Mais vous avez l'air de commencer à manquer de place. Est-ce que vous allez vendre la Batmobile? Eh ben, Moi, je veux pas la vendre. moi non plus. Pour moi, elle est tellement cool. On a mis tellement de temps à la construire que je vois pas pourquoi on la vendrait. Vous êtes dingue. Doucement, les gars. Les frères Parker ont vraiment réussi leur pari en créant des voitures qui ne passent pas inaperçues dans les rues. Sur les paisibles routes de Bologne, en Italie, une nouvelle tradition est en train de voir le jour. Un constructeur local a conçu des chefs-d'œuvre uniques qui peuvent largement rivaliser avec celles des plus grands constructeurs automobiles italiens. Lamborghini, Ferrari, Pagani, Maserati et à présent, Filandi. Moreno Filandi a toujours rêvé de posséder une voiture de sport. Mais au lieu d'en acheter une, il a décidé de la construire lui-même. Sans talent particulier pour le dessin, comment est-il parvenu à réaliser son design? En taillant son prototype dans un morceau de bois. La Filandi Uragano était née. J'ai conçu le design de l'Uragano en à peine un mois. Et après ça, j'ai commencé à construire la voiture. Construire l'Uragano m'a pris à peu près 5 ans. La voiture de Moreno est à couper le souffle. Le modeste morceau de bois s'est transformé en bête de course. J'ai construit l'Uragano de A à Z. Le châssis, la suspension, le design, le volant. Chaque pièce et chaque détail a été entièrement fabriqué à la main. L'une des rares pièces qu'il n'a pas construite lui-même est le moteur turbo Audi de 605 chevaux. Moreno affirme que l'Uragano a une vitesse de pointe de 320 km/h et peut passer de 0 à 100 en 3 secondes. Mais comme une voiture de course ne lui suffisait pas, Moreno s'est mis à travailler sur un second modèle, la Filandi Ever S. Avec un peu moins de 1500 kg et un moteur V8 de 5 litres sous le capot, cette voiture était au départ une Mercedes SL 500, ce qui est presque impossible à deviner étant donné son design incroyable. Pour la Ever S, je voulais un design qui soit un peu particulier, un peu grossier. Je voulais quelque chose qui ait l'air inachevé. Je voulais des bords et des arêtes qui se croisent, des formes en triangle. C'est quelque chose d'étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une voiture. Et ce design très particulier a beaucoup fait parler les gens. Quand les gens voient la Ever S pour la première fois, ils s'arrêtent pour regarder. Ils sont curieux. Pour moi, c'est positif. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. C'est positif. On me demande quelle marque, quel modèle c'est. Et je leur explique que je l'ai construite à la main pour mon usage personnel. Si je le demande gentiment, est-ce que Moreno pourrait m'en construire une? On me demande si je fabrique des voitures pour les autres. Mais la réponse est non. C'est un passe-temps pour moi. C'est comme ça que je me fais plaisir. Pour gagner ma vie, je suis mécanicien dans un garage.
Quand je construis mes voitures, je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est avec une bonne dose de passion et d'huile de coude que Moreno a construit ces deux superbes voitures de course. Au cœur de la banlieue britannique, l'inventeur loufoque Paul Bacon s'est enfermé dans son atelier pour peaufiner son dernier projet en date. Après des mois de travail acharné, sa voiture est enfin prête à voir la lumière du jour. C'est l'heure pour l'automatron de faire sa première sortie. Le passe-temps préféré de Paul est de construire des véhicules délirants. Et sa dernière création ne fait pas exception. C'est la voiture la plus chère que j'ai jamais construite. Et c'est aussi celle qui m'a demandé le plus de travail jusqu'à présent. Presque toutes les pièces de l'automatron ont été customisées. Mais où Paul a-t-il bien pu trouver l'idée de créer ce monstre? Je voulais créer quelque chose de rétro, mais pas dans le style des années 30 ou 50. Je voulais faire un bond en arrière, quand les calèches étaient encore tirées par des chevaux, et réussir à transposer ça dans une voiture. Même si pour l'instant, elle ne ressemble pas vraiment à ça. Mais une fois que je rajouterai la carrosserie, ce sera beaucoup plus parlant. Vous avez bien entendu, la voiture n'est pas encore finie. Mais au fait, à quoi ressemblait-elle à l'origine? Au départ, j'ai récupéré une vieille Singer Sport de 1924. J'ai fait quelques modifications dessus, mais le but c'était d'arriver à lui rendre son apparence d'origine. À l'avant, j'ai installé les mêmes roues que celles des premières voitures de course. Les pneus viennent d'une Austin 7. Il y a aussi un support percé pour la suspension et un réservoir Moon. Ici, j'ai mis des têtes Oden montées sur le moteur V8 avec un compresseur. J'ai aussi customisé les pédales. Ça, c'est le levier de vitesse automatique. D pour avancer, N pour neutre, R pour reculer, P pour parking. C'est contrôlé par une vieille perceuse manuelle que j'ai trouvée dans un vide-grenier. C'est rigolo. Les bords en métal des sièges ont été découpés sur mesure au laser pour ressembler aux sièges d'avion. Et les planches viennent de ma clôture. Mais c'est temporaire. En effet, le rendu final des sièges sera différent. Les sièges seront en planches de chêne ciré français. Ce ne sera probablement pas très confortable, mais ce sera plus élégant. À l'arrière, on a les plus gros pneus que j'ai pu trouver, et aussi les cieux arrière, les amortisseurs, les deux radiateurs, deux ventilateurs de refroidissement, et le réservoir d'essence. Voici le système de commande d'alimentation. Il provient d'un avion, un bomber Lancaster. Ça servait à activer tous les systèmes de l'avion, et c'est pareil pour l'automatron. C'est ce qui permet de démarrer la voiture. Il est temps pour l'automatron de faire sa première sortie. Pour Paul, c'est le moment de vérité. Et il prend un excellent départ. On dirait que les années de travail ont porté leurs fruits. L'heure est venue de faire un tour d'honneur dans les rues de Leicester. Ah, il semble qu'on ait parlé trop vite. Ce bruit ne me dit rien qui vaille, Paul. Heureusement, il va pouvoir compter sur l'aide d'un mécanicien non loin de là. Ok, je crois que j'ai trouvé. Après une inspection minutieuse, il trouve l'origine du problème. Des dépôts ont encrassé le filtre à essence, causant un défaut d'allumage et un calage du moteur. Un petit nettoyage et l'automatron est prêt à reprendre la route. Et c'est reparti pour un tour.
On a eu quelques petits soucis techniques, mais rien de bien grave. Sur la route, c'était fantastique. Peut-être qu'elle a encore un peu trop de puissance, mais bon, c'est rarement une mauvaise chose. Mis à part ce petit incident, la première sortie de l'Automatron a été un succès. Mais il reste encore beaucoup de travail avant qu'elle soit terminée. Je vais construire et lisser la carrosserie à même la voiture. Ensuite, je la retirerai et chaque pièce sera plaquée ou peinte. Et après, je réassemblerai la voiture. Mais ce ne sera pas encore pour tout de suite. Ça va prendre du temps. Mais Paul a-t-il encore le temps de s'occuper de sa vie de famille? Quand on construit une voiture comme celle-là, c'est vrai que c'est très chronophage. Il faut arriver à trouver un équilibre entre sa passion et sa vie de famille. Ça peut facilement virer à l'obsession, mais je pense que j'arrive à faire la part des choses et que je m'en sors plutôt bien. L'Automatron n'a pas détruit la vie de famille de Paul, mais elle pourrait bien détruire son atelier. J'ai failli me cracher dans l'atelier. L'Automatron est loin d'être terminé, mais d'après ce que nous avons vu, ce véhicule insolite est promis un bel avenir. Cette Ford Mustang a peut-être l'air neuve, mais elle a en réalité plus de 50 ans. C'est un modèle très rare de pré-production et un homme a passé 20 ans à la restaurer pour lui redonner sa splendeur d'antan. La passion de Frank Middlewick pour les Mustangs a commencé dans les années 60, lorsqu'un de ses amis en a acheté une. Elle ne ressemblait à aucune autre voiture de l'époque. Elle était très abîmée, le toit était défoncé et Gary a passé beaucoup de temps à la réparer. Je suis tombé amoureux de cette voiture et depuis je suis amoureux des Mustangs. Frank a donc décidé d'acheter sa propre Mustang. Et c'est grâce à un énorme coup de chance qu'il a déniché la voiture de ses rêves. C'était une voiture très rare parce qu'elle a été importée sur le marché anglais avant d'être mise en vente en Amérique. En me la vendant, le propriétaire m'a dit « Mais c'est juste une Mustang !» Et c'est une sacrée Mustang. En 1964, Ford a fabriqué 200 prototypes de pré-production. Il n'en reste aujourd'hui que 80 dans le monde, et bien souvent en très mauvais état. Seuls 3 modèles ont été importés au Royaume-Uni, et cette Mustang en fait partie. J'ai décidé de la restaurer avec de nouvelles pièces Ford d'origine. Elle était trop rare pour y mettre de simples pièces de reproduction. C'est pour ça qu'il m'a fallu aussi longtemps pour la restaurer, parce que les nouvelles pièces coûtent très cher. Dernièrement, aux États-Unis, une batterie Ford d'origine s'est vendue 2 700 €. J'ai voulu rester le plus fidèle au véhicule d'origine. J'ai tous les manuels de montage. Mais comme les pièces doivent être assemblées manuellement, les montants avant sont différents. Les boutons poussoirs des portières aussi. Et sur les panneaux de custode arrière, il y a des auvents qu'on ne trouve pas sur la voiture de série. Il y a peut-être 300 différences. Après d'innombrables heures de travail, la Mustang semble comme neuve, et sa valeur a grimpé en flèche. Je l'ai acheté 1 200 € en 96. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre un prix dessus, parce qu'elle est unique. Donc à moins que quelqu'un soit prêt à débourser 120 000 €, je ne pense pas m'en séparer. Aux États-Unis, j'ai vu des voitures à vendre très mal restaurées à plus de 135 000 €. Et elles sont loin d'être aussi belles pour des voitures de pré-production. Je commence à me faire vieux et je pourrais avoir besoin de cet argent. Mais à moins d'avoir une proposition correcte, la Mustang ne bougera pas d'ici. Si Frank s'en sépare un jour, sa femme pourrait bien le quitter. J'adore cette voiture. Une fois, il a parlé de la vendre et je lui ai dit « T'as pas intérêt. À moins qu'on se retrouve à la rue, elle reste ici. » Mais pour Frank, c'est bien plus qu'une histoire d'argent. Avec elle, j'ai l'impression de m'évader. J'oublie tous mes soucis. Il suffit de la sortir et de rouler avec, et on est de retour dans les années 60. Quand je la regarde, je me dis qu'elle est juste parfaite. Cette Mustang très rare a beau valoir des dizaines de milliers d'euros, pour Frank, elle n'a pas de prix.
Jokkmokk, au nord de la Suède, à la lisière du cercle polaire. Le pilote de rallye Robert Larsson a bien l'intention de repousser les limites de cette Nissan GT-R de 700 chevaux. Avec le réalisateur Fredrik Johnson, il veut voir s'il peut remonter les 210 mètres de dénivelé de la piste de ski de Bekkabakken à Cap d'Alice. Les surfaces enneigées sont idéales pour la vitesse en descente. Mais qu'en est-il dans les montées? Pour compliquer encore un peu les choses, ils se sont lancés dans une véritable course contre la montre, car les pistes de ski sont sur le point d'être ouvertes au public. Désolé les filles, Rob n'a pas le temps aujourd'hui. Il a rendez-vous avec la piste de ski. L'heure est venue de se lancer à l'assaut du Bekkabakken. Enfin, une fois que celui-là aura fini de sauter par-dessus la voiture. La Nissan GT-R est équipée de 4 roues motrices, de pneus à crampons de 8 mm, et sur terrain plat, elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Mais pourra-t-elle affronter la côte? Il est temps de le découvrir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle démarre en flèche. Parviendra-t-elle à conserver ce rythme alors que la côte devient de plus en plus raide et verglacée? Il fait moins 24 degrés Celsius. La caméra risque de geler, mais pour l'instant, la Nissan ne montre aucun signe de défaillance. Les voilà au sommet. La GT-R l'a fait. C'est l'heure de fêter ça. Mais vous feriez bien de partir rapidement, avant que les skieurs se demandent ce que fait une voiture sur la piste de ski.